criminologie à la place. C'est plus léger que de parler de neige ce matin avec l'expert en criminologie, Jean-Claude Bernheim. Salut Jean-Claude, comment ça va ce matin? Toujours bien, toujours bien. C'est toujours un plaisir de pouvoir comprendre certaines choses plutôt complexes grâce à toi. Ce matin, on parle de la réforme du cautionnement. Qu'est-ce que c'est le cautionnement quand on parle de criminologie ou du système de justice, là? Alors, le cautionnement, ça vient après qu'une personne ait été accusée d'un crime quelconque. OK. Ce qu'il faut savoir, c'est que le cautionnement, ça veut dire qu'une personne, lorsqu'elle est arrêtée, le policier peut éventuellement la libérer et lui remettre une promesse de respecter une convocation devant un tribunal. Ouais. Si la police, pour une raison ou pour une autre, détient la personne, là, elle doit être présentée devant le tribunal et accusée formellement devant un juge. Et là, peut demander à être libérée avec ou sans caution. Ce n'est pas une obligation, le cautionnement. En fait, le cautionnement, c'est lorsqu'une personne est libérée puis qu'on a des raisons de penser qu'éventuellement, elle ne respecterait pas certaines règles ou ne se présenterait pas au tribunal. On peut exiger une somme, un cautionnement. C'est purement de l'argent, ça? Bien, c'est de l'argent, oui, OK, mais qui n'est pas toujours remis au moment de la libération. C'est une promesse, c'est un engagement, puis éventuellement, le paiement peut se faire si la personne ne respecte pas les règles. c'est un dépôt. Mais même pas, parce que l'argent n'est pas donné. C'est une promesse de donner de l'argent. C'est ça. Okay. C'est un engagement monétaire. Okay. Souvent, il y a un dépôt, mais pas nécessairement. Ça varie selon les circonstances. OK, fait que c'est comme ça que ça fonctionne en ce moment, là. C'est ça. Alors, le principe au niveau du droit, c'est que lorsqu'une personne est accusée, elle est libérée. Ouais. Mais, compte tenu des circonstances, elle peut éventuellement être détenue. Ça prend des bonnes raisons. Ça prend des raisons, oui, qui sont inscrites dans le code criminel. C'est le gouvernement fédéral qui vote le contenu du code criminel, mais au niveau du cautionnement, c'est au niveau des provinces que c'est géré. Donc, c'est les procureurs de la couronne d'une province qui va requérir ou pas la mise en détention ou éventuellement demander un cautionnement, etc. Fait que puisque là, il y a un peu de provincial puis un peu de fédéral, ça rend la chose très simple. Très, très simple. Mais ce qui est particulièrement en jeu dans cette question du cautionnement ou de la libération éventuelle ou pas de la personne accusée, c'est les coûts. Hein? Alors, si quelqu'un n'est pas libéré, les coûts sont imputables à la province, même si c'est une loi fédérale. Parce que la personne va être détenue dans une prison provinciale. Provinciale, oui, effectivement. Alors, le gouvernement, comme je l'ai déjà dit, ma dernière chronique, le gouvernement fédéral a pris position politiquement parlant sur cette question du cautionnement. Et là, il y a un projet de loi qui a été déposé. Mm-hmm. Mais ce qui est intéressant, c'est un paragraphe qui sous-tend le dépôt de ce projet de loi pour restreindre l'accès au cautionnement ou à la libération avant procès. Alors, le gouvernement écrit bien, noir sur blanc, bien que le taux de crimes signalés à la police nationale ait diminué entre 1998 et 2014 de 37 %, il a commencé à augmenter entre 2014 et 2024, plus 12 %. Alors, tu fais une petite soustraction. Ça veut dire qu'en 2024, il y a 25 % moins de criminalité qu'en 1998. Alors, malgré cette baisse de criminalité, tout le monde au Canada, de concert avec le gouvernement, est profondément préoccupé par l'augmentation globale de la criminalité au cours de la dernière décennie. Oui, bien, il dit, compte tenu qu'effectivement, la criminalité a augmenté entre 2014 et 2024, il dit que tout le monde est sur les dents, très préoccupé. Je comprends. Je ne suis pas sûr que tout le monde soit vraiment préoccupé par le problème de la criminalité. Je pense qu'ils sont en général plus préoccupés par l'accès à la nourriture puis peut-être au logement. Oui, effectivement. Mais sans rentrer dans toute cette perspective globale, ce qui est intéressant, c'est de voir les chiffres par rapport à la détention préventive. Hein, parce que si une personne n'a pas de cautionnement, ce que veut renforcer les règles du gouvernement pour qu'il y ait moins de personnes encore qui y aient accès que maintenant, c'est intéressant de voir sur le temps combien de personnes ont obtenu ou ont été détenues
en attente de procès. Parce que pas de cautionnement, ça veut dire que la personne est en détention préventive dans une prison provinciale. Alors, si on regarde des chiffres depuis 1991-92, au Canada, dans les prisons provinciales, il y avait 25 % des personnes qui étaient détenues en attente de procès, donc il n'y avait pas eu de cautionnement. Au Québec, 37 % On est quand même meilleur de ce côté-là, semble-t-il, que le Canada. En 2000, c'est 40 % des personnes dans les prisons provinciales au Canada qui sont détenues en attente de procès. Au Québec, on s'est maintenu, on est encore à 37 %. Donc, le Canada nous a rattrapés. En 2004-2005, je n'ai pas les chiffres pour le Canada, mais pour le Québec, c'est 42 %. Et puis en 2005-2006, je n'ai pas les chiffres pour le Québec, mais je l'ai pour le Canada, c'est 53 %. La moitié des prisons, c'est des gens en attente de procès? La moitié des détenus ou des personnes détenues dans les prisons provinciales au Canada, ils sont là en attente de procès. Ils sont présumés innocents. C'est ça. Présumés innocents. C'est ça. Okay. 50 % En 2014-2015, je n'ai pas les chiffres pour le Canada, mais j'ai pour le Québec 44 %. Avec on est, disons, moins... on octroie plus de libération que le reste du Canada. En 2019-2020, avant la pandémie, 65 % des personnes dans les prisons provinciales au Canada étaient détenues en attente de procès. 65 %. Au Québec, on a augmenté un peu, on est à 47 %. Maintenant, 2023-2024, 76 % des personnes détenues dans les prisons provinciales au Canada, 3 personnes sur 4 dans une prison, n'a pas été condamnée, elle attend son procès. Mais avant de décider qu'elle reste, là, c'est une personne qui est dangereuse. Je ne sais pas, il y a des raisons de faire en sorte qu'elle soit détenue en attente de son procès. Ce qu'on peut constater, c'est que les principes qu'on retrouve dans le Code criminel n'ont pas vraiment varié entre 1990, 91 et 2024. Ce qu'on peut constater, c'est que les requêtes ou les refus de cautionnement de la part des procureurs de la Couronne ont augmenté considérablement. Parce que les principes, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut s'assurer que la personne qui est accusée se présente devant le tribunal. Il faut s'assurer que la personne en question n'interviendrait pas éventuellement au niveau des témoins, que la personne ne présente pas un danger pour le public. Mais est-ce qu'on peut penser que entre 1990, 91 et 2024, on ait une augmentation de 50 %? Ça veut dire qu'on est 3 fois plus de personnes qui présenteraient un danger pour le public ou qui ne se présenteraient pas devant un tribunal. Je ne pense pas que ce soit la réalité. Effectivement. Donc là, on veut faire une réforme. Alors, on veut faire une réforme pour rendre l'accès au cautionnement encore plus contraignant. Donc, ça veut dire que là, il y a 75 % des personnes qui sont en attente de procès. On vise le 100 %. Peut-être. Finalement, on va juste détenir des gens en détention. Ouais, c'est ça. Personne de coupable. En attente de procès, puis il n'y aura pas de condamnation parce que les gens seront suffisamment longtemps en prison que ça va correspondre à la peine qui leur sera imposée. On a peut-être une solution, Jean-Claude. C'est ça. Alors, vraiment, cette réforme est vraiment quelque chose d'extrêmement, purement électoraliste. Okay. Hein? C'est pas fondé sur les données probantes. Je veux dire, on a les chiffres. Si on prétend que la criminalité représente réellement un problème pour le public, on peut voir que en 20 ans, en 30 ans, le cautionnement est de plus en plus difficile à obtenir. De plus en plus difficile à obtenir. Alors, pourquoi penser qu'au moment où on se parle, en 2025, que les juges ne prennent pas en considération les éléments qui se retrouvent dans le code criminel pour justifier ou pas la détention préventive ou le refus d'un octroi de cautionnement. On ne peut pas penser que le système... Je critique systématiquement le système depuis longtemps, mais on peut, je pense, sur cette base-là, dire que le système est sévère. S'il y a 3 personnes sur 4 en prison qui attendent de subir un procès,
avant d'être éventuellement condamné, c'est que les choses ont changé au niveau de la philosophie. Et le premier principe que sous-tend le cautionnement et le droit canadien, c'est qu'une personne est présumée innocente jusqu'à preuve du contraire. Là, on voit que ce fardeau ou ce concept de présomption d'innocence est de moins en moins reconnu et de moins en moins appliqué. Ensuite, il y a les coûts, comme je l'ai dit tout à l'heure. Plus il y a de personnes en prison, plus ça coûte cher. Mm-hmm. Et là, on se rend compte que les gens restent de plus en plus en prison parce qu'ils sont détenus en attente de procès, puis éventuellement détenus s'ils sont condamnés. Ensuite, si on regarde les chiffres, je n'ai pas tout sorti ces chiffres-là, mais on se rend compte que la détention préventive est discriminée ou discrimine les gens. C'est-à-dire qu'on va rencontrer plus d'hommes que de femmes, plus d'Autochtones que de Blancs, plus de personnes racisées que de Blancs. Le système, on le sait, et encore récemment, il y a d'autres études qui ont montré que la police, en général, discrimine les gens au niveau des arrestations, qu'il y a du profilage social et racial. Ouais, ça commence au niveau de la police, ça continue dans le système jusqu'à la fin. Alors, j'aimerais aussi faire le parallèle par rapport aux peines, parce que là encore, on voit que 3 personnes sur 4 dans les prisons au Canada sont en attente de procès. Mais là, si on regarde les peines prononcées, il y a environ 300 000 causes par année devant les tribunaux canadiens. Bon, tout le monde n'est pas condamné, mais c'est une petite minorité qui est acquittée. Alors, si on regarde au niveau des peines, là, en 23-24, où 75 % des personnes en prison sont en attente de procès, eh bien, 1 mois et moins de peine d'emprisonnement, de condamnation à l'emprisonnement à 1 mois ou moins. Pour les femmes, 63 % des femmes condamnées à une peine de prison purgent une peine d'1 mois et moins. 52 % des hommes qui ont une peine d'1 mois et moins. Si on fait entre 1 mois et 6 mois, c'est 20 % des femmes, 27 % des hommes. Alors, si on regarde moins de 6 mois d'emprisonnement, c'est quasiment 80 % des condamnés. 80 % des personnes qui ont une peine d'emprisonnement ont des peines de 6 mois et moins. On ne peut pas penser que les gens qui sont condamnés avec des peines de 6 mois et moins ont commis des crimes graves et qui mettent en danger la sécurité du public. D'autant plus que 75 % des gens qui se retrouvent en prison sont en attente de procès. On peut penser que ces personnes-là seront ou devraient être considérées comme présentant éventuellement un danger pour la société. Alors, les crimes graves, en général, sont punis, sont sanctionnés par des peines de pénitencier. Oui, c'est ça, du fédéral. Du fédéral, 2 ans et plus. Alors, combien de personnes sont condamnées à une peine de prison de 2 ans et plus? Je regarde avec mes lunettes. 3,3 % des femmes, 5,3 % des hommes. Donc, on ne peut pas penser... plus de 2 ans de peine. Qui ont 2 ans. Alors, par rapport aux personnes condamnées à une peine de prison, c'est une petite minorité, moins de 5 %, qui sont condamnés à de l'emprisonnement de 2 ans et plus, donc qui auraient éventuellement commis un crime considéré comme grave. Donc, on comprend que les prisons débordent de gens qui ont probablement, statistiquement, commis des crimes qui donnent de très petites peines. Et ça, c'est s'ils sont reconnus coupables, alors que c'est une très infime proportion qui réellement représente un danger puis qui, de toute façon, s'en va au fédéral. C'est un peu ça. Exactement. Okay. Alors, ce qu'il faut vraiment prendre conscience, c'est que au moment où on se parle, les discours politiques sont des discours d'abord et avant tout électoralistes qui visent à supposément sécuriser le pays, alors qu'on ne se pose pas la question sur effectivement pourquoi la criminalité a augmenté depuis 2014. Si elle a augmenté, c'est parce que le contexte social a changé. Et on sait pertinemment, particulièrement après la COVID, que les gens se retrouvent dans des situations sociales et économiques extrêmement difficiles. Et on peut penser qu'il y a des liens entre cette nouvelle situation auquel les gens sont confrontés, de ne pas avoir accès à un logement, à de la nourriture, ce qui fait qu'il y a plus de gens qui sont itinérants, éventuellement plus de gens qui vont commettre des vols à l'étalage pour se nourrir, éventuellement plus de gens en attente de procès
pour vol à l'étalage et plus de personnes condamnées à moins d'1 mois pour vol à l'étalage, parce qu'un vol à l'étalage, en général, n'est pas puni d'une peine extrêmement grave. Ouais. Donc, on est dans un contexte où il devrait y avoir une réflexion sur la façon de faire face aux réalités sociales auxquelles on est confronté et dans quelle mesure le code criminel doit être un instrument de répression ou pas, plutôt qu'une approche qui serait beaucoup plus, qui prendrait beaucoup plus en considération du contexte dans lequel on est et trouver des alternatives qui existent comme le système des jours amendes dont j'ai déjà parlé. Jean-Claude Bernam est expert en criminologie. Merci de nous éduquer comme ça, de nous en apprendre. Merci de nous faire réfléchir surtout. C'est tout le temps extrêmement intéressant et apprécié. On se reprend dans 2 semaines. Parfait. Merci, bonne journée. On est rendu à 8h15.